que tu pourrais nous donner un exemple, peut-être un exemple européen, d'un client pour lequel vous avez fait une grosse mission et qui a vraiment réussi selon vos critères et les leurs? Le hasard fait qu'on travaille beaucoup dans le secteur pharmaceutique depuis quelques années. Et il y a un grand groupe pharmaceutique allemand confronté à une pénurie de molécules dans leur besace en développement, confronté à une compétition accrue et n'ayant pas fait le virage organisationnel que la plupart des autres entreprises pharma ont fait ou sont en train de faire depuis parfois plus de 10 ans, se retrouvent un peu au pied du mur et se disent, et notamment le Covid a révélé ça, parce que le Covid a révélé la vitesse à laquelle on pouvait, dans l'urgence, développer des nouvelles molécules. Et ils se sont rendus compte que leur façon de faire était structurellement perdante. Ils ne pouvaient pas se voir de façon pérenne. J'aime beaucoup ce mot durable. Ils ne pouvaient pas se voir durablement servir les patients, les patients qui sont finalement leur raison d'être, leur why. Et donc, ils ont entamé un processus dans lequel ils sont encore toujours, mais ils ont déjà fait les premiers grands pas, de refonte complète du modèle d'organisation. Ils ont eu de l'aide pour faire ça par un très grand groupe de conseil connu, mais après, dans l'exécution, la mise en œuvre et le changement de posture des gens, ils ont fait appel à nous. Et on a travaillé à la fois avec les équipes de direction, notamment avec l'offre leadership dont on a parlé tout à l'heure. On a passé du temps avec eux pour travailler sur leur posture en tant que leader et en tant qu'équipe de direction, mais aussi en déployant des nouveaux modes de travail qui épousent le nouvel modèle organisationnel. Et ce nouveau mode de travail est basé sur des équipes autonomes mais interdépendants, et ce qui correspond grosso modo à l'offre 2. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est l'offre que toi tu développes et c'est vraiment là ton expertise. Est-ce que tu nous disais tout à l'heure que vous travaillez avec deux chefs de projet et deux consultants et un chef de projet, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu comment, par capillarité, le changement s'opère business unit par business unit? Comment vous opérez le changement et quel est le seuil critique à partir duquel tu dis « Ok, là, c'est en train de marcher ». Pour mettre en œuvre des nouveaux modèles d'organisation basés sur l'autonomie des équipes, la première chose qu'il faut, évidemment, c'est le sponsorship de quelqu'un dans le comité de direction, idéalement même le DG. Et, quand tu dis le sponsorship, c'est l'adhésion totale du CEO oui, il faut qu'il croit et qu'il veuille donner la chance à cette nouvelle façon de fonctionner. Parce que, bien sûr, il y a on parle ça l'immunité au changement du système qui ne veut pas aller vers ce nouveau modèle parce qu'il y a plein d'habitudes et peut-être plein d'intérêts à rester comme c'était avant. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est identifier quelques équipes dans l'organisation, peu importe où ils sont, mais le plus visible, le mieux c'est, maximum une dizaine d'équipes, pour faire des POC, des Proof of Concept, avec eux, pour qu'ils expérimentent dans leur travail ces nouvelles façons de faire. Et ça touche la façon dont ils prennent des décisions, la clarification des rôles, la clarification de toutes leurs interdépendances avec les équipes autour d'eux. Et ce travail-là dure à peu près 8 semaines en tout, c'est-à-dire qu'on met en place dans le contexte de leur travail les outils. C'est pas très long, hein, on parle de 2 jours calendaires sur les 2 mois, mais on a besoin de 2 mois parce qu'il faut quand même voir dans le temps si ça apporte des résultats, des bénéfices. Mais après ces 2 mois, on est en mesure de faire un bilan sur chaque équipe, donc sur cette poignée d'équipes, on va dire, de POC. Et une fois que ça c'est validé, que les bonnes pratiques sont sélectionnées et ajustées, après on peut passer dans une logique de passage à échelle. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme nous sommes qu'une quinzaine de personnes, on n'a pas une armée de jeunes consultants sortant d'école de commerce pour disséminer ça. Ouais. Voilà, c'est pas dans notre... Et en plus, non seulement on les a pas, mais on les veut pas parce que c'est pas notre méthode de fonctionnement. On veut que
que le plus vite possible, que cette approche soit autonome pour l'entreprise, qu'ils puissent faire eux-mêmes. Et donc pour ça, on forme, on peut les appeler des relais internes, des coachs internes, il y a différentes terminologies, sous la forme d'un train the trainer, c'est-à-dire qu'on les forme aux pratiques que nous faisons, et ensuite on les aide à disséminer ces pratiques dans les équipes naturelles. Donc j'ai peut-être pas mis suffisamment l'emphase là-dessus, mais nous croyons que la maille importante de changement dans l'entreprise, c'est l'équipe, parce que c'est elle qui crée des unités de valeur dans cette fameuse chaîne de valeur qui arrive jusqu'au client. En l'occurrence, ici, c'était un patient. Donc, le maillon important dans notre travail, c'est l'équipe. Et donc, une des particularités de notre approche, c'est que nous ne mélangeons pas les gens de plein d'équipes pour leur faire des formations hors sol sur les techniques. Encore une fois, ils appliquent en équipe naturelle, des gens qui travaillent habituellement ensemble, ils appliquent les pratiques et les méthodes à leur sujet du moment. Et donc, quand on passe à l'échelle avec ces référents internes ou ces coachs, ce qu'on fait... Ouais, non, c'est vrai. Okay. Pardon. Ouais. Quand on passe à l'échelle avec ces référents internes et ces coachs, on peut aller jusqu'à parfois 30 équipes simultanément. Mais en fait, c'est très important de comprendre que, et on peut appeler ça comme un train agile, c'est 30 équipes, et ces 30 équipes vont avoir des moments tous ensemble, notamment au démarrage et à la fin, mais aussi des moments où ils sont juste entre eux, dans leur propre équipe, à expérimenter. Mais l'important, c'est qu'ils vivent ça comme exactement dans la même méthode des trains agiles, en tout cas dans l'esprit, et qu'à la fin, il y a un moment de célébration et un moment d'échange sur ce qui a été acquis. Et en fonctionnant avec de multiples trains de, par exemple, 300 personnes, c'est le chiffre qu'on a trouvé qui est le bon, on peut aller jusqu'à, en fait, pour cette compagnie pharmaceutique, on est allé jusqu'à 10 000 personnes en 2 ans. Et encore une fois, du côté de fabrique, l'équipe interne, c'était toujours ce trio, plus à un certain moment, pendant un mois, un pic d'une dizaine de personnes en plus lorsqu'il fallait faire la transition pour aider les référents internes. Mais après ce mois de transition, on est redevenu 3, et ce sont bien ces référents internes qui ont porté toute la dynamique sous notre coaching jusqu'à arriver après 2 ans à 10 000 personnes. Si je te comprends bien, ça veut dire que pour opérer une transformation sur 10 000 personnes, vous avez été 3, ça a pris 2 ans, avec un pic à 10 personnes. Ça paraît presque magique, non ? Enfin, magique et fabrique, ça rime, mais quand même. Magique, fabrique, je n'y ai pas pensé. Donc, la chose qu'il faut comprendre, comment on peut faire ça, c'est par cette technique justement de référent interne, et 2, en employant des techniques d'intelligence collective et de massification, mais toujours en respectant, en mettant ensemble des équipes naturelles. Je réinsiste là-dessus parce que c'est le cœur de notre démarche, parce qu'ils apprennent en faisant. Et donc, on peut mettre sur des voyages de 2 mois 30 équipes ensemble qui vivent à la fois en collectif et séparés. Et vous imaginez que vous pouvez organiser plusieurs trains comme ça en parallèle ou en légèrement décalé. Et en fait, vous pouvez arriver assez vite à 5 000 par an, soit 10 000 sur 2 ans. Par contre, ça nécessite de la part de l'entreprise plusieurs choses. La première chose, si on parle d'aller à l'échelle, c'est bien sûr d'avoir des gens disponibles. Et le réflexe de toutes les entreprises, c'est de prendre des référents internes à qui on explique ça, c'est ce que vous allez faire en plus de votre boulot. Ouais. Et ça, dans ce cas-là, c'est pas le même projet. Ça ne marche pas. Donc, soit on reste à une petite échelle avec quelques équipes clés qu'on dit, on veut faire ces POC qu'on a fait. En fait, ça nous suffit. On a fait ça avec les équipes clés et on va laisser ça par capillarité croître organiquement avec votre soutien. Ça peut très bien marcher sans ces référents internes nécessairement, ou en tout cas ce niveau d'implication de référents internes. On parle de 20 à 30 référents internes, hein, donc c'est beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et l'autre chose dont il faut de toute façon faire très attention, surtout dans les premières étapes où on commence sur des premières équipes, c'est que évidemment le système
réagit à ça. Je parlais d'immunité au changement. À un moment donné, le système, il y a une réaction immunitaire de ne pas vouloir ce nouveau mode de fonctionnement. Et c'est à ce moment-là que le sponsor peut et doit intervenir pour clarifier des sujets de responsabilité de gouvernance quand le système ne veut pas fonctionner de cette manière-là. Parce que les équipes avec qui on travaille se trouvent au sein d'énormes structures pyramides matricielles. Et ils doivent échanger avec eux. Je peux donner un exemple concret où tout le monde peut imaginer que quelqu'un dans une équipe qui fonctionne dans le modèle de l'auto-organisation a toujours un chef hiérarchique, bien dans le modèle pyramidal, et que ce chef hiérarchique lui donne des injonctions contradictoires par rapport à ce qu'il est en train de faire dans l'équipe, où a lieu cette espèce d'expérimentation d'auto-organisation. Et il faut avoir la possibilité de protéger. En coaching, on parle de protection, permission, pouvoir. Donc, quelque part, ce qu'on veut donner à ces équipes, ce sponsor ainsi que les chefs de chacun de ces équipes doivent aussi jouer leur rôle. Ils doivent créer les conditions de protection, de permission et de pouvoir pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de l'expérimentation. Et les frictions aussi, ils sont normales. C'est normal qu'il y ait des frictions, c'est juste que quand elles sont trop fortes, il faut qu'il y ait ces méthodes de régulation.